Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et cet épisode sera consacré au dernier monument de la saison, à vrai dire à la dernière course importante de la saison, le Tour de Lombardie. Donc le Tour de Lombardie qui se déroulera en Italie, aussi appelé la Classique des Feuilles Mortes, et qui se tiendra donc ce samedi 12 octobre 2024. Donc déjà à noter, c'est une course le samedi, donc vous ne faites pas avoir à être devant la télé le dimanche. Bref, donc c'est la classique des feuilles mortes, c'est le monument des grimpeurs tout simplement, puisque c'est la classique la plus dure en termes de profil, pas forcément la plus intéressante, on pourra en reparler, mais c'est la plus dure. Et donc pour le programme cette année, on fera 252 km entre Bergame et Côme, donc ça c'est une particularité du Tour de Lombardie, le parcours n'est pas fixe, varie d'année en année. Cette fois-ci on part de Bergame, on arrive à Côme. En termes de dénivelé positif, on a toujours beaucoup de montagnes, hein, puisque c'est le propre du Tour de Lombardie près de 5000 mètres de dénivelé positif pardon, sur l'ensemble du parcours, donc c'est énorme, en 250 km. Une course très dure, et pourtant peut-être pas si dure que ça. On va en reparler quand on se penchera un peu plus sur le parcours en détail, mais tout d'abord un point sur la météo, puisqu'en termes de météo, on a eu une semaine qui était assez compliquée en Italie, il faut le dire, avec beaucoup de pluie. On a vu donc les Tre Varesine pardon, qui ont été annulés à cause de la pluie. On a eu déjà juste avant le Tour d'Émilie, qui lui était un peu couru sous la pluie aussi. Bref, conditions compliquées. Mais normalement, pas de panique. Ce samedi, tout devrait bien aller. Peut-être quelques gouttes, mais vraiment pas grand-chose. Rien qui devrait annuler la course en tout cas. Il fera pas très chaud, mais sinon ça devrait le faire en termes de conditions météorologiques. Euh, Si on se penche maintenant sur le parcours. Donc je disais quasiment 5000 mètres de dénivelé positif, mais la particularité c'est qu'il y en a beaucoup qui se trouvent au début du parcours, pardon. Dans les 100 premiers kilomètres, on a déjà beaucoup d'ascensions. Enchaînement de 4 ascensions, dont les plus dures sont à plus de 10 km, 7% de moyenne. Bref, c'est dur sur le début, mais c'est pas le plus important parce que c'est pas là que la course va se jouer. Ensuite, on a un enchaînement de deux petites montées qui sont pas très dures, qui sont à 150 km du début, donc à 100 km de l'arrivée. Tout d'abord, la première 5 km à 5% de moyenne, la deuxième 8 km à 3%. Soyons clairs, c'est pas ici que l'action se fera. Après ces deux montées, on a un peu de vallée, et puis ensuite arrive le final de ce parcours, donc les 60 derniers kilomètres, même les 50 derniers kilomètres, avec le montée du col de Sormano. Alors je dis bien le col et pas le mur, puisque cette année, on passe par le versant qui n'est pas le versant habituel, qui est le versant de la descente en fait. Donc il n'y aura pas le fameux mur de Sormano au sommet de ce col. Donc cette fois-ci pour le versant, c'est 13 km à 6,5%. Donc c'est un vrai col de montagne. C'est long et c'est dur, mais on pourrait se dire 6,5, c'est pas tant que ça en termes de parcours, de pourcentage moyen, mais c'est assez irrégulier en fait. On a des passages assez difficiles quand même. Et surtout, on a un replat juste avant le sommet. Donc le replat là, à peu près 1 km de replat qui fausse un peu la stat. Donc c'est quand même un col qui est dur, on va pas se mentir. Avec 10 premiers kilomètres, ah ouais, 7% de moyenne à peu près, 7-8. Ensuite un replat, et puis un dernier kilomètre, 5 à 8% de moyenne. Donc ça veut dire qu'on peut faire des différences sur le sommet, qui est très dur. Et donc, ce sommet du col de Sormano, il se situe à peu près 40 km de l'arrivée. Donc là, c'est vraiment peut-être le juge de paix de de cette épreuve, puisque dans la suite, là, dans les 40 derniers kilomètres, ça monte pas trop. Donc il y a d'abord une longue descente pour descendre depuis le sommet du Sormano. Donc longue descente. Ensuite, un peu de vallée, du plat. On redescend un petit peu pour arriver en bas de Côme. Et cette fois-ci, on a la San Fermo del Battaglia. Donc ça, c'est une côte qui est assez traditionnelle dans Milan-San Remo, mais c'est pas très dur. C'est un peu moins de 3 km à 6,6% de moyenne. Donc pas si difficile et pas sûr qu'un grimpeur puisse faire la différence dans cette difficulté. C'est pourquoi que l'élément clé, c'est vraiment le col de Sormano, là, dont je vous disais, l'arrivée est à 40 km de l'arrivée. Le sommet, pardon, est à 40 km de l'arrivée, et c'est assez intéressant, parce qu'en termes de scénario de course, eh ben, ça ouvre un petit peu la course. C'est pas juste le meilleur en montagne qui va attaquer dans le col qui est à l'arrivée au sommet ou qui est à 10 km de l'arrivée. Là, il y aura une petite partie tactique, enfin on verra, après la montée de Sormano. Alors je dis on verra parce qu'il y a un grand favori qui va peut-être écraser la course. Mais en tout cas, il y a un terrain de jeu pour faire quelque chose d'assez différent par rapport aux années précédentes. En termes de favoris, évidemment, le grand favori, c'est Tadej Pogacar. Donc vous avez l'habitude, je vais sur Winamax, je regarde les cotes, puisque les bookmakers sont quand même un avis assez avisé sur les différents favoris d'une épreuve. Donc là on regarde les cotes sur Winamax, ne pariez pas, ceci n'est pas une incitation à parier.
puis ensuite on discute des différentes stratégies qui pourront être mises en place par les équipes. Et donc le grand favori, Tadej Pogacar, il est coté à 1,20. Voilà, je sais pas quoi dire. 1,20, ça veut dire que il a 4 chances sur 5 de gagner le Tour de Lombardie d'après les bookmakers. En cyclisme, c'est vraiment une cote si basse, ça arrive très très rarement. Là, on dirait que c'est le PSG qui va jouer contre Angers à domicile, donc c'est quasiment sûr qu'il va gagner, et ça, pas grand monde n'en doute. Faut dire que Tadej Pogacar, eh ben, le Tour de Lombardie, c'est son jardin. Il y a participé 3 fois sur les 3 dernières éditions. Il a gagné à chaque fois. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a gagné en n'étant pas vraiment impérial à chaque fois. C'est-à-dire que en 2021, il gagne au sprint avec Badjoli. Badjoli, d'accord, c'est un bon coureur, mais c'est pas non plus Remco Evenepoel, on va dire. Ensuite, en 2022, il gagne au sprint avec Henrik Mas, donc il n'a pas réussi à se défaire de Mas. Et l'an dernier, il gagne en solo, mais avec à peu près 30 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants, donc il gagne toujours, mais il gagne pas non plus avec 8 minutes d'avance. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Après, le problème, c'est que le Pogacar de 2024, il est quand même injouable, beaucoup plus fort que les années d'avant, où il était déjà très fort. On l'a vu là sur les championnats du monde notamment, où c'était un peu n'importe quoi avec son attaque à 100 km de l'arrivée. Le Giro d'Emilie qui l'a vraiment écrasé. Bref, Pogacar est injouable en ce moment. Un peu frustré de ne pas avoir pu gagner sur les 3 vallées varésines. Bah oui, parce que qui peut empêcher Tadej Pogacar de gagner? Eh bah, c'est pas Remco Evenepoel, c'est pas Primoz Roglic, c'est pas Mathieu Van Der Poel, c'est la pluie. Et donc là, dernière course de la saison pour Pogacar. Il veut vraiment faire une saison historique, donc objectif Lombardie, très très fort. On sait qu'il arrive en forme, bref, aucun problème pour lui. Le plus pour Tadej Pogacar, c'est qu'il a une équipe de fous autour de lui. Comme si ça suffisait pas, il a autour de lui Mark Hirschi, Adam Yates, Rafał Majka, Jan Christen, Finn Fischer-Black, Pavel Sivakov. Bref, c'est vraiment du super lourd. Le moins bon équipier, c'est Finn Fischer-Black peut-être, avec Jan Christen. C'est pour dire le niveau de l'équipe. Bref, évidemment, ils vont tout faire péter en montagne. En termes de stratégie de course, bon déjà ça sera tout pour Pogacar, ça c'est à pas douter. En tout cas, le plan initial, tout sera pour Pogacar. Et on devrait tout faire exploser, à mon avis, dans le col de San Mano, pour permettre à Pogacar de sortir dans la fin du col, la partie qui est un peu plus dure, où ça regrimpe après le replat. Et puis ensuite, aller faire son raid solitaire dans les 40 derniers kilomètres, et s'imposer assez tranquillement. On se souvient que l'an dernier, il avait fait aussi des différences en descente. Donc la descente de San Mano, ça peut être aussi un atout pour lui. Donc il a vraiment toutes les qualités, ce coureur. Donc, en termes de plan de course pour la UAE, c'est assez clair. On durcit pendant toutes les premières parties où c'est difficile, pour déjà fatiguer les organismes. On durcit pas mal dans la Sella di Onigo, désolé pour les prononciations, et la Banana del Ghisalo, pardon, qui sont les montées qui sont juste avant le col de Sormano. Et puis ensuite Sormano à fond, avec probablement Maika et Adam Yates qui font le train. Hirschi qui sera peut-être un peu là, protégé au début, je pense quand même, parce que c'est quand même une carte importante, Hirschi. Et puis avant, des Sivakov, Kristen, etc., Fischer Black qui vont rouler à fond. Bref, ça va faire exploser de partout. Pogacar va attaquer et plus personne va le suivre. Ça, c'est la stratégie, je pense, qui sera mise en place par Pogacar. On verra comment on peut envisager de le faire tomber, mais il faut quand même préciser que s'il part en tête au sommet du col de San Mano, il a encore 40 bornes à faire tout seul. Et on sait que les 40 dernières bornes, elles sont pas très difficiles. Bon, il y a la descente où c'est assez difficile de s'organiser, mais c'est grand maximum 10 km de descente. Et ensuite, c'est on va dire du plat. C'est vallonné, mais c'est du plat. San Fermo del Battaglia, puis c'est fini. Battaglia qui est pas très dur non plus. Donc là, il y a peut-être moyen sur les 30 derniers kilomètres de s'organiser un peu pour reprendre du temps à Tadej Pogacar. Bon, après, ça, c'est une stratégie théorique. On sait que dans la réalité, c'est très difficile à mettre en place. Une entente entre les autres coureurs, quand il y a un mec qui est un ovni comme ça, c'est très difficile à mettre en place. On a vu ça sur les championnats du monde. Enfin bref, sur toutes les courses où Pogacar s'est imposé. On s'est toujours dit, s'ils roulaient ensemble derrière, ils auraient pu le rattraper. Mais on sait très bien que dans la pratique, c'est impossible à mettre en place. Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour la Minute Day. Est-ce qu'il va même pas vouloir attaquer un peu avant? Moi, je pense qu'il doit attendre la partie difficile juste avant le sommet. Mais peut-être que c'est Pogacar et il va attaquer avant. On verra comment ça se passe. Et puis moi, je pense qu'ils vont garder Hirschi en solution de secours. Donc c'est-à-dire, Hirschi, tu vas coller au basque des autres favoris et puis tu la joues au sprint ou tu contres si jamais on revient sur Pogacar dans l'hypothèse. C'est une hypothèse qui a vraiment très peu de probabilité d'arriver.
Donc voilà, super équipe UAE et puis Pogacar, énorme favori, coté à 1,20. À noter que le troisième favori, c'est Adam Yates qui est coté à 20, pardon, et Tadej Pogacar 1,20. Donc on voit Yates comme la deuxième carte plutôt chez les bookmakers plutôt que Mark Hirschi. Mark Hirschi qui est coté à 25, tandis que Yates à 20. Moi je vois honnêtement plutôt Hirschi que Yates. Adam Yates qui fait un début de saison, qui a fait un bon début de saison, mais là il est un peu sur le dur sur la fin. 12e du Tour d'Émilie, 30e des championnats du monde, 12e de la Vuelta où on l'a vu un peu à bout de forme. Donc moi je mettrais pas trop gros sur Adam Yates. Je pense qu'il va plutôt faire équipier modèle et tout faire péter dans 100 mano. En revanche, Mark Hirschi, c'est un coureur qui roule très bien. Enfin, en ce moment, il est sur des bons résultats. Il a gagné la Coppa Agostini, c'est sûr. Voilà. Ensuite, bon, il a pas fait le Giro d'Émilie, donc c'est dommage, mais championnat du monde, il fait une solide sixième place. Très fort sur le Tour du Luxembourg. Bref, Hirschi est un coureur en forme. Il va performer, je pense, sur ce Tour de Lombardie, même s'il y a jamais performé, c'est vrai. Mais je pense que ça peut être la deuxième carte derrière Pogacar. Au cas où, même si évidemment, il y a peu de chances que ça arrive. Mais on a une deuxième carte avec Hirschi qui est coté à 25. Donc voilà, ça c'était pour la UAE. Deuxième favori, coté à 15, Tom Pidcock. Coté à 15, c'est le deuxième favori. Ça montre encore une fois l'ampleur de la domination de Tadej Pogacar. Donc Pidcock, qui devrait être a priori le leader de la Ineos Grenadier. Pidcock, fin de saison bof bof quand même, on va pas se mentir, même milieu de saison, il y a que le début qui était pas trop mal. Mais il a fait deuxième du Tour d'Émilie. Ça, c'est peut-être un indicateur. 57e des championnats du monde, où l'équipe de la Grande-Bretagne est vraiment passée à côté. Mais deuxième du Giro d'Émilie, donc c'est peut-être pour ça qu'il est le deuxième mieux coté, Tom Pidcock, puisque c'était le deuxième, le premier des deuxièmes, pardon, sur le Tour d'Émilie, où il a fini quand même à 1,54 de Pogacar, évidemment, mais il avait battu au sprint Piganzoli et Woods, donc c'est pour ça que c'est le deuxième favori, coté à 20, donc à 15, pardon. Euh, Je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il est pas en très bonne forme, Top Peacock. Ou alors il a un regain de forme soudain pour le Tour d'Émilie, ou alors il a très bien géré sa course. Mais bon, c'est pas le Peacock flamboyant qu'on a eu sur la campagne des Ardennaises de 2023 par exemple. Donc moi, je crois pas trop en Tom Peacock. Je pense qu'il est capable de gérer pour faire un bon résultat, mais de là à aller chercher Pogacar, évidemment, c'est une autre affaire. Et puis on a une équipe un peu hybride dans les Ineos. Peut-être que le deuxième leader, ça sera à la rigueur Thymen Arensman. Arensman, qu'on n'a pas trop vu sur cette fin de saison. En fait, il a abandonné sur la Volta et depuis, il n'a pas fait grand-chose. Donc, Arensman, état de forme inconnu. Donc, oui, je pense que ça sera vraiment Tom Pidcock qui sera le leader de la Ineos. Après, autour, on n'a pas de quoi faire des très grandes manœuvres, hein. Kim Hajduk, Puccio, Brandon Rivera, Ben Swift, Connor Swift. C'est pas non plus de la très grosse main-d'œuvre. Donc, Ineos va très clairement se terrer. Et puis, Pidcock va faire comme il pourra. Donc, on l'a dit, le troisième favori, c'est Adam Yates, côté à 20. Côté à 20, il y a aussi Remco Evenepoel. Donc Remco Evenepoel qui n'est pas le deuxième favori pour cette course-ci. Et pour raison, bah, c'est parce qu'il est pas très bon, hein, ces derniers temps, Remco. Euh, il a gagné le contre-la-montre des championnats du monde, mais ensuite sur la course en ligne, on a vu qu'il galérait à lâcher les autres, tout simplement. Donc il finit cinquième quand même. Remco dans le groupe de sprint là qui s'est joué la place avec Van Der Poel, Skuins, etc. Euh, Remco pas en très grande forme sur les championnats du monde, il a réussi à déposer pas grand monde. Même il semblait un peu la rupture à certains moments. Et puis Giro d'Emilie, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est mis à l'avant avant l'attaque de Pogacar et puis il a craqué, il a abandonné. Bon, c'était des conditions assez particulières quand même climatiquement, donc on peut pas trop en tirer des conclusions, mais il a fait une belle saison Remco et là il semble un peu en perte de vitesse, donc c'est pour ça qu'il est coté seulement à 20 et que moi j'en fais pas trop un favori. Après en termes de statut, autant Pitcock devrait pas trop prendre la course à sa main. Peut-être que du côté de la Soudal Quickstep, on peut envisager de faire quelque chose. On a une équipe pas trop mauvaise, avec Fausto Masnada, Mattia Cataneo, William Junior Le Cerf, Maury Van Sevenant, Ilan Van Wilder. Bon, c'est des bons grimpeurs, mais ça casse pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, je suis en train de me rappeler que j'ai dit que c'était Bajoli qui était deuxième en 2021. En fait, c'était Masnada qui était deuxième en 2021 au Tour de Lombardie. Mais donc, difficile quand même pour la Soudal Quickstep de lancer les grandes manœuvres. Mais peut-être qu'on aura quand même quelques équipiers qui pourront basculer pas trop loin au Sormano.
pas très loin de Remco, je veux dire, et qui pourrait l'aider à rouler dans la vallée pour revenir éventuellement sur un Pogacar. Donc peut-être qu'un Van Wilder, un Cataneo dans des grands jours, Van de Nantes, ça peut passer le Sormano pas trop loin d'Evenpool, essayer de le ramener. Et une fois qu'on a passé le Sormano, c'est un parcours qui convient un peu mieux à Remco Evenpool, donc pourquoi pas. Je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie de course pour la Soudal Quick-Step, surtout si Evenpool n'est pas dans une très grande forme, de rouler groupé, tout simplement. De privilégier une stratégie défensive et puis tout faire pour essayer de revenir sur Pogacar une fois que celui-ci sera sorti. À noter qu'on n'a pas Alaphilippe dans l'équipe, puisqu'Alaphilippe s'est déboîté l'épaule pendant les championnats du monde. On pensait qu'il allait revenir pour le Tour de Lombardie, mais finalement non. Donc on verra plus Alaphilippe sous les couleurs de la Soudal Quick-Step. Donc puisqu'il est signe à la Tudor pardon, l'an prochain. Petit événement quand même, moi je suis déçu de ne pas voir Julien dessus, mais sur le Tour de Lombardie, d'avoir ses adieux comme il le mérite à la Soudal, mais bon, s'il était vraiment pas en état physique de courir, c'est bien normal d'avoir pris la fin de saison comme ça. Bref, côté à 20, Remco, donc je le disais, côté à 25, Marc Hirschi, ensuite côté à 40, Andrea Baggioli. Baggioli, c'est vrai que ça fait pas trop rêver hein, quand même comme leader pour la Lidl Trek, mais la Lidl Trek a quand même une belle équipe. Alors Baggioli, on l'a vu un peu pas trop mal sur les championnats du monde, mais finalement il a abandonné. Sinon, à part ça, bah, il a pas fait une saison de fou. Badjoli, il fait quand même deuxième. Pardon, c'était ça en fait avec Masnada. Masnada, il fait deuxième en 2021 et Badjoli, il fait deuxième en 2023. Vous savez, dans ce groupe au sprint là qui joue la deuxième place. Donc Badjoli, c'est un coureur qui sait performer autour de Lombardie. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il doit être coté seulement à 40 et encore quand je dis seulement, c'est déjà une cote énorme et qu'il est désigné comme le leader de la Lidl Trek. À noter que la Lidl Trek, j'aime bien l'équipe quand même. On a Julien Bernard qui a chuté sur le Grand Piémontais, mais apparemment ça devrait aller. Chicone, bon grimpeur, mais j'y crois pas trop. Et puis Tom Skynes et Bauke Mollema. Mollema et Skynes, c'est quand même des sacrés coursiers. Sur des courses aussi longues, on sait qu'ils sont très forts. Ils ont tous les deux performé sur les championnats du monde. Pour rappel, Tom Skynes, il fait quand même quatrième des championnats du monde. Là, je pense que c'est un profil qui peut leur convenir à tous les deux. Donc, belle équipe quand même, Lidl Trek, avec Badjoli, Mollema et Skynes, qui je pense seront les leaders. Chicone, je l'aime bien, mais sur les monuments, il performe jamais trop, donc je sais pas trop comment on va gérer le leadership. Je pense qu'on va pas prendre la course à son compte non plus, parce qu'on n'a pas un gros leader. Mais ça sera intéressant de voir quelle sera la stratégie de la Lidl Trek. Ensuite, favori suivant, qui est lui aussi coté à 40, c'est Henrik Mas. Donc Henrik Mas, le deuxième du Tour de Lombardie 2022. En 2023, je crois qu'il abandonne parce qu'il n'était pas en forme. Donc évidemment, Henrik Mas, toujours en forme sur les fins de saison, donc ça sera un client. Il a fait deuxième, on se rappelle. Sur le Tour des Midi, pas si haut que ça, il finit huitième. Donc je sais pas trop quoi en penser, après la météo était vraiment particulière. En revanche, sur les championnats du monde, il fait quand même huitième sur un parcours qui lui convient pas trop. Donc ça montre quand même qu'Henrik Mas est en bonne forme. Il arrive dans le groupe qui se joue la troisième place, mais il se fait un peu larguer au sprint. Mais bon, on peut pas en vouloir à Henrik Mas de se faire larguer au sprint. Donc ça sera un beau coureur quand même, une belle carte pour la team Movistar. Autour de lui, il aura pas une équipe de fous. Enfin, il y a des beaux coureurs, Formolo, Quintana, Rubio, Pelayo Sanchez, mais ils sont pas forcément tous en forme, donc on verra comment ils seront capables de l'accompagner. Mais le problème d'Henrik Mas, c'est que bah en fait, il va avoir du mal à lâcher Pogacar dans les montées. Et au sprint, on sait qu'il perd, donc peut-être l'un des candidats pour tenir la route Pogacar le plus longtemps dans le Sormano. Après, comment va s'organiser la course, je sais pas trop. C'est pas non plus le meilleur descendeur, Henrik Mas. Donc en fait, c'est difficile de voir un scénario quand c'est pas une arrivée au sommet dans lequel Henrik Mas peut s'imposer. C'est vraiment ça son problème. Mais je pense qu'il a de quoi faire facilement un top 5, hein. Clairement, s'il a la bonne patte en montagne comme on l'a vu, et que ça se regroupe pas trop derrière après le Sormano, il peut faire un bon résultat et c'est pour ça qu'il est coté à 40. Coté à 40, on a aussi le leader de la Visma Leasebike, Matteo Jorgensen. Donc la Visma Leasebike qui aura une belle équipe avec Tige Benoot, Winko Kelderman, Steven Kruijswijk, Bart Lemen qu'on a vu à son aise aussi ces derniers temps, Jan Tratnik et Attila Valter. Donc ça c'est vraiment une belle équipe. Donc a priori Jorgensen devrait être le leader, mais Jorgensen il est un petit peu en perte de vitesse sur cette fin de saison. Autant il a été très très fort au début, autant sur la fin on le voit pas trop. Sur le Tour d'Émilie, il a essayé de suivre un peu à un moment Tadej Pogacar, donc là il était fort.
mais peut-être qu'il a un peu présumé de ses forces parce qu'il a fini 17e finalement. Donc on verra si Jorgensen est capable de faire quelque chose. On sait que quand ça monte trop, elle lui convient pas trop, mais là, le parcours est assez adapté à ses qualités. Après, en fait, je suis pas sûr que Jorgensen ait déjà performé sur des courses très très longues. On se souvient qu'il a gagné à travers la Flandre, mais sinon cette année sur l'Amstel, il fait 37e, sur le Tour des Flandres, il fait 31e, sur les championnats du monde, 34e. Il y a juste sur la course des Jeux Olympiques où il fait 9e, un bon résultat. Mais sinon, un peu décevant ces derniers temps, Jorgensen, alors que c'est un coureur très très fort, on le sait. Donc, un parcours qui lui convient bien, mais vu qu'il a un état de forme un peu douteux, c'est pour ça qu'il est coté CAC 40 alors qu'il a une belle équipe, je pense. Coté à 50, Ben Illy, donc qui devrait être, a priori, d'après les bookmakers, le leader de la formation IF, même si moi je vois plutôt Nelson Poles. Donc IF qui sera donc avec les deux leaders, ça sera très clairement Ben Illy et Nelson Poles. D'ailleurs, là je vois pas vraiment Ben Illy sur la start list, donc pas sûr qu'il participe. Et en vrai, de toute façon, j'ai plus envie de me concentrer sur Nelson Poles. Nelson Poles, c'est vraiment un coureur de championnat et de monument. Et là, ça tombe bien parce qu'il est en bonne forme, puisqu'il a gagné le Grand Piemonte aujourd'hui. Donc un parcours qui lui convient pourtant pas trop. Mais il a fini dans un raid solidaire de 42 km, je crois. Donc vraiment très très fort. Il a résisté pardon, aux équipes de sprinters. Donc Nelson Poles est en grande forme. C'est un parcours qui lui convient bien. Donc vraiment, moi je vois bien Nelson Poles faire un bon résultat. Surtout que ça monte pas tant que ça. Donc peut-être que c'est le moment de briller pour Nelson Poles. Il arrive dans les bonnes conditions. Donc moi je vois bien peut-être un top 5 de Nelson Poles sur cette course-là. Et c'est pour ça qu'il est pas coté. Ben non, j'allais dire. Non, c'est Banili en fait qui est coté à 50. Poles, il est coté à 150, mais moi je vois plutôt l'inverse. Poles, je le mettrais bien coté à 50 parce que je trouve que c'est son vrai niveau. À 50, on a aussi Florian Lipovic, donc qui sera le leader a priori de la formation Bora. Un élément très important, c'est que Primoz Roglic a pris la fin de sa saison, là, ça y est, il arrête. Il aurait dû faire le Tour de Lombardie, mais il n'était pas en forme, donc voilà. Il va pas participer au Tour de Lombardie. Ça fait un gros leader en moins, mais c'est peut-être une opportunité pour la Red Bull Bora en fait. Parce qu'on a des très très beaux coureurs. Moi, il y en a trois que j'ai dans le viseur, vraiment, c'est Roger Adria, Florian Lipovic et Alexandre Vlasov. C'est vraiment trois coureurs qui, je pense, peuvent performer sur ce profil-là. Et le pire, c'est que les trois autres qui sont annoncés pour l'instant, et que je vois pas trop performer pour autant, c'est quand même Jane Lay, Bob Jungels et Daniel Felipe Martinez. Donc c'est vraiment une équipe très homogène, avec des coureurs qui sont très en forme. Donc je disais Lipovic, Adria, ça performe de fou en ce moment. Lipovic, on l'a vu très très fort sur le Giro d'Émilie avant de se faire reprendre, parce que bon, il a un peu pêché par excès de jeunesse, mais il est très en forme l'Allemand, Lipovic, donc ça sera un bon candidat. Même si j'ai peur que 270 km ça soit un peu trop pour lui. Mais sinon, Roger Adria, c'est très fort, sixième du Giro d'Émilie, troisième de la Coppa Bernocchi, 11e des championnats du monde. Vraiment, il a step up de fou depuis qu'il est parti de la Carmen Pharma et qu'il est arrivé chez Labora. En plus, il a fait une très belle Vuelta. C'était vraiment peut-être le meilleur équipier de Roglic. Donc, franchement, Adria, solide. J'espère qu'il aura les épaules pour porter le rôle de leader, avec Lipovic, peut-être avec Vlasov. Mais en tout cas, on a une très belle équipe Red Bull Bora. Et c'est peut-être la meilleure équipe derrière la UAE. Ils ont peut-être de quoi jouer sur plusieurs cartes. On verra l'état de forme de chacun sur le moment, mais peut-être qu'il y en a un, je sais pas, Vlasov par exemple, qui pourrait accrocher la roue de Pogacar. Peut-être que Lipovic et Adria peuvent tenter un truc, un contre, je sais pas. Bref, moi ça m'étonnerait qu'on n'ait pas un coureur de la Red Bull Bora qui soit sur le podium, très clairement. Entre Lipovic, Vlasov et Adria plutôt. Mais franchement, super équipe. Adria qui est coté à 75 d'après les bookmakers. On disait donc Lipovic à 50. Vlasov coté à 200. Ouais, Vlasov, c'est juste qu'on connaît pas trop son état de forme du moment, mais Vlasov, c'est un coureur qui a déjà performé sur le Tour de Lombardie. Il a fait quatrième en 2023. En 2020, il faisait troisième, donc c'est une course qui lui convient bien. Même si là, on connaît pas trop son état de forme, c'est vraiment une super équipe à observer, la Red Bull Bora. Et peut-être que c'est encore mieux sans Roglic, parce que
Ça va leur permettre de courir de manière un peu différente, alors que Roglic, je pense, n'aurait pas vraiment eu sa chance face à un Pogačar dans cet état de forme. Donc peut-être une bonne nouvelle pour eux. Côté A50, on a Maxime Van Gils, qui devrait être le leader de la Lotto Destiny. Destiny qui est des belles cartes. On a Andreas Krohn qui est là aussi, Lennart Van Helvet. Donc voilà, c'est des beaux coureurs, les Belges. Van Gils, qui a fait quatrième de Montréal, où il était très fort. Après, il s'est un peu perdu sur les championnats du monde, où il a fait 51e seulement. Bon, après, il était dans la stratégie d'équipe, il s'est mis à plat ventre pour Remco Evenepoel, donc ça peut expliquer aussi ce genre de choses. Donc Van Gils, franchement à surveiller. Après, Van Gils, en plus, il a fait quatrième de Liège-Bastogne-Liège cette année, donc c'est pas n'importe qui. Sur le Tour de Lombardie, il a pas de référence. Il a fait 14e l'an dernier, mais c'est pas vraiment une référence. Et puis Van Edvelt, c'est un coureur qui est très fort cette année, mais il a abandonné sur la Volta et depuis il n'a pas couru. Donc on le verra peut-être plutôt sur le Tour de Guangxi en Chine, mais ça sera sa course de reprise là sur le Tour de Lombardie. Donc c'est pour ça que c'est plutôt Van Gils qui sera le leader désigné, je pense, de la Lotto Destiny. Donc Lotto Destiny, bah, qui devrait pas courir en leader, mais franchement il y a moyen d'aller chercher un bon résultat avec Maxime Van Gils. Surtout que si ça arrive dans un groupe derrière Pogačar, où ça fait un sprint à 10 ou 15, Van Gils il a une belle pointe de vitesse, donc ça peut être l'occasion pour lui de régler ce petit monde au sprint. Et après, côté A75, je voulais quand même en parler, parce il y a un coureur très intéressant, c'est Michael Woods. Michael Woods, qui est en bonne forme, qui sera le leader a priori de la formation israélienne. Sachant que dans l'équipe, on a un mec comme George Bennett. George Bennett, on se souvient, sur le Tour de Lombardie. Bon, cette année, là, sur cette fin d'année, il est pas très en forme, mais il a fait deuxième en 2020, l'année où Remco Evenepoel tombe dans le ravin, là. D'ailleurs, c'était l'année où Fuglsang gagne, je crois. Fuglsang qui sera son coéquipier ce jour-là, dans 2 jours. Mais je pense que vraiment le leader, c'est Michael Woods. Michael Woods, quatrième du Giro d'Émilie. Il a un peu sous-performé au championnat du monde, c'est ça qui m'embête. Mais c'est un coureur de monument, hein, Michael Woods. Il a déjà fait cinquième et neuvième du Tour de Lombardie, donc c'est une très belle carte à suivre, Michael Woods. Avec lui, il y aura aussi des mecs comme Chris Neylands, Stephen Williams. Stephen Williams, vous savez que je l'aime beaucoup, mais quand ça dépasse les 250 km, on le voit jamais. Donc je pense trop inconstant pour vraiment performer sur le Tour de Lombardie. Il y a donc une belle équipe Israël autour de Michael Woods. Michael Woods qui peut aller choper très clairement un top 5. Côté A75, on avait aussi Pavel Sivakov, dont on a déjà parlé, Roger Adria aussi, et puis Romain Bardet. Romain Bardet qui est côté A75, qui sera le leader donc de la formation DSM. Il n'y aura pas grand monde autour de lui, hein. Peut-être que son meilleur équipier, c'est Kevin Vermeerk, mais après on a un Barguil, par exemple, Barguil qui est un peu en perdition cette saison-ci, malheureusement. Donc Bardet sera le leader de cette équipe DSM. Il fait plutôt une bonne fin de saison. 11e à Montréal, 10e au championnat du monde. C'est un parcours qui lui convient bien aussi, Romain Bardet, le Tour de Lombardie. On rappelle qu'il a fait quatrième en 2016, 8e en 2021, 9e en 2022, 11e en 2023. Bah là, il y a peut-être la place pour aller chercher un top 10. Ou, si ça se regarde et que ça se regroupe, peut-être aller faire un top 2, comme on l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège. Ça peut être un scénario de course qui est assez proche. Donc Romain Bardet, ça sera son dernier Tour de Lombardie. Peut-être même son dernier monument. On verra quel sera son calendrier de la saison prochaine. Puisque normalement, il doit faire le Giro. Donc, pas certain qu'il fasse les Ardennaises. Mais donc, Romain Bardet, la meilleure chance française peut-être pour ce Tour de Lombardie, qui est coté donc à 75 et qui peut être une belle carte pour la team DSM pour un top 10. Et enfin, le dernier coté à 75, c'est Simon Yates. Simon Yates qui sera le leader de la Jayco. Il y aura aussi un coureur comme Mauro Schmidt, comme Filippo Zana, mais a priori, ça devrait quand même être pour Simon Yates, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de dénivelé quand même. Simon Yates qui fait cinquième du Tour d'Émilie, mais sinon, saison un peu anonyme quand même, Simon Yates. Euh, c'est juste qu'il a déjà performé. L'an dernier, il fait cinquième sur le Tour de Lombardie, donc je pense que c'est pour ça qu'il est coté à 75. On verra. Pourquoi pas Simon Yates, c'est un coureur un peu imprévisible, donc ça peut être l'occasion pour lui d'aller faire un nouveau top 5 sur un monument. Donc on va s'arrêter là sur les côtes. On va quand même passer sur les équipes qu'on n'a pas pu citer, mais qui ont des coureurs intéressants. La Bahreïn, par exemple, qu'on n'a pas vu dans les côtes, mais avec Peyo Bilbao et Buitrago, même pourquoi pas Antonio Tiberi.
Il y a vraiment des belles cartes. Donc Bilbao, le problème, c'est qu'il a chuté sur les championnats du monde. Donc pas sûr qu'il soit en forme. Enfin, je veux dire qu'il soit médicalement apte totalement. Parce que oui, il est en forme, ça c'est sûr. Sur le Grand Prix de Montréal, il fait deuxième, il était très très fort, Pello Bilbao. Donc vraiment un coureur qui est pas à sous-estimer. Ça peut être un profil qui lui convient bien aussi, donc franchement difficile de dire suite à son pronostic médical, mais je pense qu'il peut faire une très très belle course. Buitrago, il fait une fin de saison un peu compliquée. Dommage parce que c'est un profil qui peut aussi bien lui convenir. Et puis après, il y a Antonio Tiberi. Tiberi qui a fait un beau tour du Luxembourg. Après, il a un peu disparu sur les championnats du monde et puis il a pas fini le Tour d'Émilie. Mais bon, après, Tour d'Émilie, c'était un peu particulier. Donc pourquoi pas signer un premier top 10 sur le Tour de Lombardie pour lui. Qu'il est très en forme en montagne et qu'il y a des écarts qui se creusent. Ça peut être l'occasion pour lui de faire une belle course. Je parle pas de la Cofidis malheureusement parce que Guillaume Martin est un peu en difficulté cette saison. Du côté de la Décathlon, le leader ça devrait être a priori Aurélien Paré-Peintre. Il y aura Paul Lapéra qui sera là aussi, mais c'est trop dur pour Lapéra. Paré-Peintre en vrai c'est un peu trop dur pour lui aussi. Euh, Pas si en forme que ça sur la fin de saison. Ça va être difficile pour AG2R de finir cette saison comme ils l'ont commencé, donc pas mal de beaux coureurs français quand même, mais pas de quoi briller sur un monument, je pense, malheureusement, pour la Décathlon AG2R. Contrairement peut-être à la Groupama FDJ. Donc on les a pas vus dans les cotes, mais ils ont David Godu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, pour l'instant, et même annoncé Lenny Martinez. Je crois que c'est pas la start list vraiment définitive, mais pour l'instant, Lenny Martinez est annoncé alors qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août. Un peu bizarre, on verra. De toute façon, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose sur ce Tour de Lombardie, mais ça serait l'occasion de le voir entraîner pour une dernière fois le maillot de la FDJ, après son exil vers le Bahreïn. Madouas, le problème c'est qu'il est pas très en forme sur cette fin de saison, mais les courses très longues, les monuments difficiles, usants, ça le connaît. Donc après il était pas très en forme non plus normalement pour les Jeux Olympiques, il fait une deuxième place, donc on est prêt à tout avec Valentin Madouas. C'est un coureur de monument, donc vraiment pourquoi pas pour Valentin. Après c'est vrai que c'est peut-être un peu trop dur quand même en termes de profil. Peut-être un peu trop dur aussi pour Romain Grégoire. Romain Grégoire qui lui semble en forme. Il a fait deuxième de la Coppa Agostini. Bon, c'était pas une course de folie non plus, mais quand même. Euh, il a l'avantage que le parcours est moins dur que les années précédentes, parce que sur les années précédentes, il est pas assez bon grimpeur pour suivre, je pense. Mais on verra ce qu'il peut faire cette année. Après, le leader de la Groupama FDJ, ça sera quand même David Gaudu. On est d'accord là-dessus, je pense. Gaudu qui avait l'air fort sur les championnats du monde, et ensuite il a totalement explosé. Donc je sais pas trop quoi en penser. Pourtant, c'est un coureur qui parfois réussit à performer sur les courses très longues. Il a déjà performé sur des Liège-Bastogne-Liège. Sur le Tour de Lombardie, il a fait septième en 2021. Il n'y est pas revenu depuis. Donc pourquoi pas. Peut-être qu'une bonne chance de top 10 pour la France, David Gaudu. À peu près au même niveau, non, quand même. Un peu moins fort quand même, je pense, que Romain Bardet sur ce genre de profil. Mais ça peut être l'occasion. On n'a pas parlé de quelle équipe non plus. On n'a pas parlé de la Polti Cometa. Et je vais en parler parce qu'il y a David Epi Ganzoli. J'ai pas l'habitude de parler de ces équipes italiennes invitées, mais Piganzoli, on est obligé d'en parler, puisqu'il a fait troisième du Tour d'Émilie. Voilà. Au même rang qu'un Tom Pitcock et qu'un Woods. Donc il a battu Woods au sprint. Donc pourquoi pas. Piganzoli. Après Piganzoli, coureur quand même très jeune, hein, 22 ans. Donc on lui souhaite tout le meilleur pour cette deuxième participation au Tour de Lombardie. Et pourquoi pas aller chercher un beau résultat. Et puis pour l'autre équipe italienne invitée, la Bardiani, on a un Giulio Pellizzari, un Alessandro Tonelli, ce genre de coureur encore très jeune, qui pourquoi pas sur un coup de folie pourrait faire un beau résultat. Donc on les surveillera. Bref, on a passé en revue toutes les équipes importantes. À noter qu'il n'y a pas Mathieu Van Der Poel non plus. Il n'y a pas Primoz Roglic. En fait, on va pas se mentir, ça manque un peu de concurrence vis-à-vis de Tadej Pogacar cette année. Il n'y a pas Vingegaard qui était là il y a 2 ans, je crois. Donc bah là, ça fait un peu peur, quoi, en termes de concurrence. C'est aussi pour ça que Tadej Pogacar est coté à 1,20, hein. Clairement, c'est que déjà lui est super fort cette année, il marche sur l'eau, mais en plus la concurrence est pas au top. Donc est-ce que c'est un petit tour de Lombardie au rabais? Déjà que moi c'est pas mon monument préféré le Tour de Lombardie.
pense que c'est peut-être celui que je suis avec le moins d'attention. Quelque part avec Liège-Bastogne-Liège peut-être. Même si Liège c'est un peu plus punchy en général. Là, le Tour de Lombardie, on verra. Pourtant, les dernières années, c'était assez serré. Mais là, cette année, en termes de suspense, ça risque d'être assez compliqué. Donc, ce que je vois en termes de scénario de course, c'est vraiment UAE qui vise dès le début, avec Jan Christen, Finn Fischer-Black qui roule dès le début. Et ensuite, quand on arrive dans le Sormano, Sivakov, Yates, et puis Maïka qui roule à fond, Pogacar qui attaque sur le dessus. Et puis après, tous les autres coureurs qui restent un peu dans les roues des autres. Notamment Marc Hirschi, que je vois bien jouer les troubleurs de fête dans un groupe de contre. Donc, si ça peut s'organiser, avec des belles équipes, je sais pas, peut-être qu'il y a moyen. Bon, c'est un peu du fantasme évidemment, mais vous me le permettez. Que je sais pas, la Israël, la Red Bull, la Soudal, la Visma arrivent un peu à s'entendre, restent groupés en haut du Sormano, et puis font toute la partie de vallée à fond tous ensemble pour essayer de revenir sur Pogacar. Évidemment, je fantasme, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait un groupe de contre de 5-10 coureurs qui se retrouvent derrière Pogacar en haut du Sormano. Et là se posera la question de qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils arrivent à collaborer ensemble et à rouler tout du long et garder Pogacar à portée de fusil, ce qui serait déjà un exploit, ou est-ce que ça s'entend pas du tout, et puis après il y a un gros peloton qui revient derrière, et puis là, de toute façon on sera déjà trop loin. Je sais pas trop. En tout cas, la seule certitude, je pense, c'est quand même une attaque de Pogacar dans le sommet du Sormano, et on verra si les autres équipes arrivent à s'entendre. Je pense pas, hein. Je pense que c'est vraiment du fantasme, cette histoire de tout le monde s'entend derrière Pogacar. Ça risque plutôt d'être tout le monde s'entretue pour la deuxième place, mais ça serait bien d'avoir un peu de suspense sur cette dernière course de l'année. Donc voilà. Je prie pour une coalition des équipes contre Pogacar. Je n'ai rien contre Tadej Pogacar, mais bon, il faut dire que le suspense, c'est quand même le meilleur coureur possible. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Profitez bien de la course ce samedi. Et puis je vous dis peut-être pour un bilan de la saison. À bientôt. Salut.